Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également à ceux qui sont abonnés à l'appli ou aux deux. Aujourd'hui, pour la sortie de notre magazine, notre hors-série Ukraine, la vérité du terrain, je reçois un spécialiste de l'Ukraine, du monde slave, Nicolas Mirkovic. Alors Nicolas Mirkovic, bonjour. Bonjour. Les Américains viennent de voter une rallonge budgétaire, enfin de voter, puisque cette rallonge était prévue depuis très longtemps et que les républicains bloquaient au Congrès. Donc 61 millions de dollars à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça va changer sur le champ de bataille ? Voilà. Donc là, on est à 61 milliards de dollars pour l'armée ukrainienne. Bon, ça va être essentiellement de l'aide militaire dont les Ukrainiens ont besoin. C'est certain, ils en ont besoin, ils n'ont plus de matériel, ils n'ont plus assez de munitions, ils n'ont plus assez comment dire, ils ne peuvent plus tenir la ligne de front. Et on voit d'ailleurs, ces dernières semaines, l'armée russe qui ne cesse de progresser, qui prend des villes stratégiques, en tout cas des villages stratégiques qui se rapprochent des grandes villes comme Slaviansk, comme Kramatorsk, enfin, en tout cas, ils se rapprochent du Dniepr. Cette aide donc, est nécessaire pour l'armée ukrainienne, notamment aussi pour tout ce qui est défense antiaérienne. On voit la force, la suprématie des airs de l'armée russe qui arrive vraiment à pilonner les zones stratégiques, des hangars de munitions, des tours même d'information, de télécommunications. Pour autant, sur le temps long, ça ne va peut-être pas changer tant de choses que ça va prolonger la guerre, ça c'est certain, mais les Ukrainiens ont surtout besoin d'hommes pour manier ce matériel. Il faut avoir assez d'hommes pour les former sur le matériel, pour revenir, parce que c'est de la technologie parfois un peu sophistiquée, donc du coup on ne peut pas juste mettre ça entre les mains de n'importe qui. Vous devez former les personnes, puis après vous avez besoin de soldats. C'est-à-dire que le grand problème de l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est qu'il manque d'hommes, et qu'il y a de plus en plus d'hommes qui fuient, même de soldats ukrainiens qui fuient et qui ne veulent plus servir et qui voient la désolation, la tristesse de la guerre et puis maintenant l'humiliation, la partie de la défaite. Donc malheureusement, je pense que c'est un mauvais choix, c'est un très mauvais choix pour l'Europe. C'est un choix qui est un peu difficile à comprendre de la part des Américains. Mike Johnson, qui se disait vraiment un anti-Biden, a vraiment avalé toutes les couleuvres des démocrates. Au sein même du camp républicain, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette décision, et on peut se mettre à la place des Américains. Ils viennent de voter un budget de 90 milliards de dollars, alors qu'ils ont des problèmes massifs sur la frontière avec le Mexique, alors qu'ils ont des problèmes d'infrastructure, ils ont des problèmes sociaux, ils ont des problèmes d'obésité, de drogue, enfin, ils ont plein de problèmes. Les États-Unis ne sont plus le pays aussi opulent et riche qu'ils l'ont été dans le passé, et les Américains se disent, pourquoi est-ce qu'on va envoyer 90 milliards de dollars à l'étranger, notamment en Ukraine, qui ne nous concerne pas. Donc ce vote, c'est plutôt quelque chose en faveur de Trump pour la prochaine élection. Trump va se servir de ça, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'il a été poussé par un homme soi-disant proche de lui, un pro-Trump, Johnson. Mais Trump va clairement, je pense, se servir de ça en disant, écoutez, cet argent-là doit revenir aux Américains. C'est la politique de Trump, c'est le retour, c'est America First, c'est le retour des États-Unis. Et on va gérer les priorités des États-Unis. C'est un retour à une politique isolationniste qui ne sera jamais 100% mise en place de la part des États-Unis. Mais les États-Unis traversent une période de crise. Mais alors on dit aussi que ces 61 milliards de dollars, une partie va revenir à l'industrie militaire américaine, donc quelque part que les États-Unis vont retomber sur leurs pieds quelque part et ils ne perdent pas tant que ça finalement. C'est vrai. C'est vrai, il y a une partie de cet argent et on doit repenser à ce que disait Dwight Eisenhower dans son discours de fin de mandat. Vous allez me parler du complexe militaro-industriel. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui était peut-être encore un peu tabou il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, les Américains se disent, mais attendez, alors, si on donne de l'argent aux Ukrainiens, mais que tout compte fait d'abord et passe par notre complexe militaro-industriel, qui, lui, arrose l'ensemble des personnes de la Chambre des représentants et du Sénat par le lobbying, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de jeu en vase clos où, en gros, on est en train de financer une partie de l'économie américaine, ça c'est certain, ça va créer des emplois, mais c'est pour faire la guerre, et donc du coup, on a une politique de développement ou de croissance qui est fondée sur la guerre. Et des Américains qui pensent encore plus loin, qui disent, mais à force de jouer à ce jeu-là, à un moment, ça va se retourner contre nous, parce qu'on n'est plus la toute-puissance que nous étions à la fin des années 90. Il y a des velléités à travers le monde de défier la suprématie et l'hégémonie américaine. Et les États-Unis ont du mal à mener ces fronts en même temps. Et ils vont créer contre eux une collusion, ce que craignait Brzezinski. Créer une collusion de pays qui ne sont pas alignés idéologiquement, mais qui retrouvent un ennemi commun ou un pays comme les États-Unis qui les empêche de se développer, enfin qui sont des entraves ou des menaces à leur propre souveraineté. Et ces Américains sont de plus en plus nombreux à critiquer cette politique de la guerre, sans parler du déficit qui est de plus en plus préoccupant et de l'endettement qui est
colossal, 30 000 milliards, 30 000 milliards de dollars, 90 000 milliards de dollars si on parle à... Nous, on est à 3 000. On est à 3 000. 3 000 milliards. Milliards, Donc c'est déjà abyssal. Et il y a un article dans le Financial Times de la semaine dernière qui dit attention, ça a un impact direct sur l'inflation au niveau mondial. C'est pas forcément que le prix du gaz, que le prix du pétrole, c'est les Américains qui sont en train d'imprimer un paquet de billets et qu'il va falloir un jour rembourser ou payer. Et il en va de la crédibilité aussi de l'économie américaine qui est de moins en moins rassurante pour attirer les investissements de pays étrangers. Et alors, autre question un petit peu qui poursuit justement cette réflexion, est-ce que finalement, c'est pas le dernier cadeau que les États-Unis feraient à l'Ukraine d'une certaine façon? Parce que, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis, de facto, ont atteint leurs objectifs géostratégiques qui étaient de couper l'économie russe de l'économie européenne? Nord Stream, voilà, c'est terminé. Les hydrocarbures, la croissance allemande est tombée à 0,1% cette année. La croissance russe, on peut en parler, c'est autre chose, mais elle va dépasser les 3%. Est-ce que finalement, les objectifs américains étant terminés, on donne une dernière petite rallonge et ensuite, débrouillez-vous? C'est une très bonne question. Et vous avez raison, parce que le but des États-Unis n'a jamais été de sauver l'Ukraine. Les États-Unis se fichent complètement de l'Ukraine, comme ils se sont fichus du Vietnam, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, du Guatemala, toutes les zones du monde où ils sont intervenus, ils servent leurs propres intérêts. L'objectif de l'Ukraine, c'était de séparer la Russie de l'Ouest européen. C'était uniquement ça. Et en effet, avec Nord Stream 2, avec on va dire, les sanctions qui ont été appliquées contre la Russie, avec l'espèce de bad buzz, avec l'image que la Russie a aujourd'hui, les États-Unis ont réussi cela. Ils ont séparé la Russie de le reste de l'Europe. Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, dit que l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. L'économiste Michael Hudson, qui était, je le rappelle, un des seuls économistes à avoir prévu la crise de 2008-2009, dit c'est exactement ça. Les États-Unis préservent l'Europe comme une chasse gardée. Dans ce monde multipolaire qui émerge, les États-Unis, et je rappelle que c'est une vieille stratégie, déjà la raison pour laquelle les États-Unis sont intervenus pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils avaient peur de perdre le marché européen. Et donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils ont, à court terme, ou même à moyen terme, ils ont en effet réussi ça. Et on voit que les Russes, je pense que c'est triste pour la civilisation, c'est triste pour on va dire peut-être la vision peut-être un peu gaullienne d'avoir une Europe de l'Atlantique à l'Oural ou même de l'Atlantique au Pacifique. Mais les Russes, ils ont trouvé d'autres marchés. Il y a 75% de la population mondiale qui continue à faire du commerce avec la Russie. Donc on se sépare d'un des pays les plus riches. Et on va se retrouver de plus en plus tributaire des États-Unis. On achète leur gaz naturel liquéfié 4 fois plus cher que le prix qu'ils le vendent à leurs propres entreprises. On utilise Microsoft, on utilise Facebook. Où est la technologie? Je regardais encore on a parlé d'un Google français à une époque. Exactement, les Péchiney, les Alcatel, et toutes ces grandes boîtes françaises qui servaient notre souveraineté, qui servaient notre autonomie, disparaissent, sont rachetés par des boîtes américaines ou remplacés par des boîtes... Parfois avec la complicité de nos hommes politiques. Souvent avec la complicité, c'est horrible. Je ne citerai personne. Okay. J'ai 15 000 noms qui traversent l'esprit là. Donc, du coup, oui, en effet, on a été nous-mêmes trahis. On a un discours de servitude, une attitude de servitude volontaire à l'égard des États-Unis. N'oublions pas que De Gaulle disait dans les années 60 que le plus grand danger pour nous, c'était l'impérialisme américain. Il stigmatisait le snobisme du bourgeois français qui était déjà sous la coupe des anglo-saxons. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais flagrant. Donc les États-Unis risquent de perdre, en effet, certains territoires, mais ils vont perdre, ils vont gagner l'Europe de l'Ouest. Et nous, on va acheter américain. On va être sous l'influence des politiques américaines, du wokisme, de cancel culture, des entreprises, de la façon de faire du management, de la comptabilité, etc. Ce qui est déjà en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se fait à notre détriment. Donc c'est pas bon pour l'Europe et c'est très mauvais pour la France. Alors je rappelle au passage d'ailleurs votre excellent livre Amérique Empire qui est sorti il y a un mois à peu près. Il y a une réédition avec justement un bilan sur Biden et les enjeux géopolitiques actuels. Voilà, et sur lesquels vous revenez sur pas mal de ces sujets. Je vais revenir. Dernière question sur le Donbass. Vous êtes rendu plusieurs fois dans le Donbass par le passé. Vous pensez que vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité que les Russes arrivent au Dniepr.
militairement actuellement les dernières forteresses ukrainiennes, forteresses qui datent de 2014. Hein, Oui. vous avez évoqué Kramatorsk, Sloviansk, Siversk et quelques autres sont presque menacées. Kharkov les habitants commencent déjà à s'inquiéter d'une possible arrivée des Russes, voire la souhaiter, parce qu'il y a aussi les deux opinions. Combien de temps vous pensez que ce conflit va durer ? Je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il est dans l'intérêt de personne, c'est sûr, qu'il dure longtemps. Une fois que maintenant les Russes, maintenant qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus la possibilité de négocier. Il faut rappeler que cette guerre est ancienne. Déjà, en effet, depuis le coup d'État de 2014 à Kiev, il y a eu une guerre civile en 2014 où l'armée ukrainienne a pilonné les Ukrainiens du Donbass. Donc ça fait déjà depuis 10 ans, depuis 10 ans qu'elle dure cette guerre. Je pense que les Russes veulent la terminer rapidement, mais ils ne vont pas le faire à n'importe quel prix. Ils essaient de protéger leurs hommes. C'est une guerre d'attrition. Et je pense que là, vu qu'ils ne peuvent plus négocier, vu ce qu'on s'est dit sur la stratégie des États-Unis, qu'ils ont bien compris à Moscou, ils voudront récupérer les terres qui sont, on va dire, plutôt pro-russes, qui sont pro-russes, au-delà du Donbass. Je pense qu'ils voudront aller chercher des villes comme Kharkov, des villes comme Choumy, Odessa, ça c'est sûr. Odessa, qui était une ville qui était, une vieille ville grecque, enfin un village grec, mais qui a été fondé par les Russes, exactement, quoi, à Dnipro. Donc je pense qu'ils vont vouloir récupérer ces territoires, qui vont quasiment jusqu'au Dniepr. Kiev est un sujet particulier, et l'Ouest non, parce que l'Ouest est radicalement majoritairement anti-russe, et donc je pense qu'ils vont aller jusque-là. Les États-Unis, tant qu'ils peuvent donner de l'aide, ou l'Union européenne, ils vont les monter, mais malheureusement, les Ukrainiens servent de chair à canon dans un combat qui les dépasse. Les États-Unis s'en fichent du nombre de morts, du nombre de morts ukrainiens. Ils veulent récupérer le territoire européen, et s'ils récupèrent un petit bout de l'Ukraine qui sera neutralisé à la fin de cette guerre, ils seront contents avec ça, et les Russes vont faire avec. Je pense qu'il faut encore compter quelques années, à moins d'un miracle, ce qui serait souhaitable, mais je ne le vois pas. Ce qui sera très intéressant, c'est de voir qui va gagner les élections présidentielles aux États-Unis. Quelle sera la politique ? Ça va être décisif. Ça va être décisif. Oui. Et on va voir Trump et qui est-ce que Trump amène dans son administration. Selon les profils de personnes, on va tout de suite voir s'ils sont des néoconservateurs qui veulent alimenter ce complexe militaire industriel, ou s'il a des personnes qui ont, au contraire, la tête froide, qui veulent négocier quelque chose, peut-être se partager les zones d'influence, mais qui veulent mettre fin à la guerre pour se protéger aussi, parce que les Américains ne vont pas pouvoir... Voir une vision isolationniste qui a quand même beaucoup progressé aux États-Unis, notamment après l'Irak, après l'Afghanistan. Le peuple américain n'est plus volontaire pour aller intervenir partout dans le monde. Exactement, et d'autant plus que là, s'ils veulent battre l'armée russe, ils voient que la suprématie aérienne qu'ils avaient dans les différentes guerres en Afghanistan, ils la perdraient, et envoyer des soldats américains au sol. Là, vous pouvez être sûr et certain que les soldats américains, les GI, vont fuir. Ils vont partir, ils ne veulent pas se battre contre l'armée russe. En plus, avec 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience, une infanterie qui est motivée, en plus qui est en train de défendre des territoires qu'ils estiment russes. Donc les Américains, même peu de peuples, ont des chances d'être aussi motivés que sur ce territoire. Donc il faut espérer une paix rapide. Moi, je retourne avec mon association Ouest-Est prochainement pour aider. Ça fait plus de 10 ans qu'on aide les civils. On n'a jamais demandé aux personnes s'ils étaient pro-ukrainiennes, pro-russes, etc. On aide les civils. Il faut rappeler aussi que ces guerres que nous finançons à distance, mine de rien, elles ont comme cause directe des morts, des civils, des personnes qui sont blessées, des drames. Et donc, du coup, on va essayer de réparer un peu de ça. Merci Nicolas Mirkovic. Merci beaucoup.